Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec un confrère où nous allons revenir sur pas mal de sujets. Et cette attaque suicide à peu près d'une ampleur assez importante pour le Togo, c'est au nord du pays. On placera un mot là-dessus, l'attaque djihadiste qui touche encore nos forces de défense et de sécurité dans les Pendjal. On va en parler légèrement. Nous parlerons naturellement de la politique avec Agboyomi Kodjo qui veut revenir au pays. C'est ce qu'annonce donc la dynamique. Monseigneur Kodjo, Agboyomi veut être là avant les élections. On s'interrogera sur le sujet. Nous parlerons également de la place à accorder à ceux qui ont défendu le Togo, à nos héros, ceux qui ont représenté le Togo en une sphère plus élevée. Panthéon pour les héros de la nation. C'est la question que je poserai à mon confrère en studio. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Alors, pour l'instant avec moi, Jacques Diakouti. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. Merci d'être là. Merci Eric. Alors, je voudrais qu'on commence par cette information qui nous est parvenue il y a encore quelques heures. Et selon d'autres vraisemblances, dans les Pendjal, hier aux alentours de 2 heures, et nos forces de défense et de sécurité sont tombées dans une embuscade avec plusieurs morts. Et comme depuis le début, l'information n'est ni confirmée ni infirmée, mais ça circule sur les réseaux sociaux et relayé par beaucoup de personnes qui sont suffisamment crédibles à nos yeux. Alors on se pose la question, il se passe quoi encore? On a le sentiment que c'était il y a longtemps, mais bon, ces bandits-là sont toujours là. Comme vous l'avez si bien dit, Eric, vous savez, depuis un certain temps, l'armée ne communique pas. Oui. Sur effectivement ce qui se passe au niveau de la région. Oui. Vous l'avez si bien de l'introduire. On n'infirme pas. On ne confirme pas non plus. On ne confirme pas non plus. Mais je voudrais, avec humilité, si c'est vrai, présenter vraiment les condoléances les plus attristées à la famille, aux familles éplorées, parce que ce qui circule sur ces réseaux, sur les réseaux actuellement, font froid dans le dos. Oui, bien sûr. Font froid dans le dos. Et puis vous savez, ce genre d'attaque, c'est vrai que on déplore les morts, et il y a également les blessés, et souvent on déplore également les disparus. Oh, oui. Vous voyez, voilà, il faut tenir compte de ça également. On ne sait pas combien ont disparu, combien ont été blessés, et tout ça, comme l'armée ne communique pas depuis un certain temps sur la situation dans le Nord. On parle quand même de plusieurs décès. Dans les rangs justement, de nos forces de défense donc, vous voyez, donc c'est pas si aisé, facile. Une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont été touchées par ce drame. Et appeler une fois encore les uns et les autres à l'unité, à la cohésion. Parce que vous savez, au cours de son discours à la nation, le chef de l'État l'avait si bien dit. Il dit que ça sera une bataille rude et longue, ça va prendre assez de temps. Ces attaques-là, et il faut reconnaître également que c'est des décès qu'on va enregistrer, comme il l'avait dit, que ça ne serait pas du tout facile. Donc, il avait déjà préparé nos esprits à ça, mais il faudrait aujourd'hui que Togolais que nous sommes, nous puissions unir également nos forces, prier pour nos FDS, les familles éplorées,
et que vraiment la compassion du Seigneur. Parce que ce qui se passe, Eric, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait fraude. Oui, c'est une nébuleuse, ces gens-là qui opèrent visiblement impunément. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'informations officielles sur ce sujet depuis l'événement. C'est vrai que le président en a parlé sommairement le 27 avril dernier, mais on n'a pas plus de détails sur ce qui se passe, la manœuvre, comment elle s'effectue, qui sont ceux qui sont blessés, le nombre de décès à peu près. Peut-être qu'on a le sentiment que ça peut renseigner l'ennemi. Vous savez que au cours de son discours, il avait dit. Oui. Il a dit que c'est l'option que même ils ont adoptée, de ne pas communiquer sur ces attaques. Mais curieusement, l'information, ça sort toujours. Toujours, mais c'est comme ça. Mais du moment où, par exemple, il y a les blessés, il y a les morts, l'information va sortir. Bien parce sûr. que il y a des familles, voilà, il y a des familles endeuillées. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les frères, les sœurs qui ont leur mari, leurs frères au front, vous voyez qu'ils seront dans l'inquiétude totale. Les gens seront déboussolés sur la situation par rapport à cette attaque. Et surtout, ce qui fait mal au dos, mal plutôt, c'est quand l'information circule sur les réseaux, bon, les gens se disent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que l'armée ne communique pas. Et vous savez également que depuis un certain temps, pour joindre nos frères du septentrion, c'est pas facile avec les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu restreint. Donc vous voyez que tout ça là, les gens sont dans la psychose totale. S'ils n'arrivent pas à joindre par exemple leurs frères, leurs amis, pour voir si ce qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Vous voyez, donc tout ça là, il faudrait effectivement que l'armée, le gouvernement puisse choisir l'option. Même si vous ne voulez pas donner le nombre de décès, mais il faut quand même dire qu'il y a attaque. Et on continue les enquêtes tout juste pour rassurer l'opinion par rapport à cette situation. Mais si on se tait, et s'il faut tout le temps que c'est sur les réseaux sociaux qu'on essaie de lire ces genres d'informations, certains se diront que c'est faux, diront que c'est vrai. Et bon, vous voyez, on est là, dans une nébuleuse totale, et l'ennemi autre continue toujours pas à opérer. C'est vrai que l'option du chef de l'État, il disait que non, c'est pas en communiquant, c'est comme si on donne de l'importance, de la valeur à ceux qui viennent attaquer. Mais quelque part, vous voyez, c'est vrai, quand on le fait, on leur donne de la valeur. Mais si on ne le fait pas aussi, plus, ça fait mal à ceux qui ont, par exemple, les parents, des amis au front, et qui meurent et qui ne sont pas au courant. C'est après peut-être 2-3 jours qu'on apprend effectivement qu'il y a eu attaque, qu'il y a eu décès. Donc, je crois qu'il faudrait essayer de voir comment communiquer. Peut-être que le gouvernement communique avec les familles directement. Oui, c'est certain. Peut-être que le gouvernement peut choisir l'option d'appeler directement les familles pour leur informer du décès de tel parent, de tel frère au front par rapport à ces attaques. Donc une fois encore, je crois que cela nous interpelle tous une fois encore à la mobilisation derrière nos FDS, surtout demander effectivement au gouvernement de redoubler plus encore de vigilance parce que selon les premières informations, je ne sais pas si c'est vrai, et il paraît que là où l'attaque a eu lieu actuellement, c'est comme si c'est un truc qui se répète, c'est-à-dire que c'est le même endroit. Qu'on attaque toujours nos FDS. Ça veut dire que cette zone est embastillée à peu près par ces bandits-là. Je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'ils sont permanemment dans cette zone ou bien ils reviennent? Ils vont dans le Burkina, ils reviennent ou non, comment? ils reviennent parce qu'ils ne sont pas dans la zone. S'ils étaient dans la zone, avec le ratissage permanent que nos FDS font, je ne pense pas qu'ils puissent encore avoir un nid de ces djihadistes-là dans les localités. J'ai l'impression qu'ils vont et ils viennent. Il faudrait aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, Eric, en ce temps, toi, tu étais étonné ce matin qu'on dise encore qu'il y a une attaque. Oui, bien sûr, parce que pour nous autres, bon, voilà, c'est de l'histoire très ancienne. Voilà, vous avez réussi à pacifier la zone, voilà, donc ce bandit-là très loin. C'est ce que tout le monde se disait. Mais comme vous savez, quand vous combattez un ennemi invisible, il faut être toujours en permanence vigilant. Il faut être toujours vigilant
et continuer toujours par ratisser, parce que c'est une zone un peu compliquée. Et c'est le lieu, une fois encore, d'inviter les États, parce que avec cette force dont on dit qu'on va mettre sur place, il faut que cette force-là se mette rapidement en place pour vraiment venir à bout de ces bandits-là qui créent la psychose, qui créent des drames dans les familles, oui. Et vraiment qui nous épargnent de cette paix-là, que la cohésion qu'on avait. Et finalement, chaque jour, c'est la détresse, la désolation dans cette localité-là. Plaise à Dieu de faire quelque chose pour qu'on puisse venir à bout de ces bandits. Et comme dit un auditeur, c'est qu'on ne communique pas dessus, mais tout le jour que Dieu fait, il y a toujours de l'attaque. C'est vrai. Ce ne sont pas tous les attaques qui sont soldées par des décès ou des blessés, mais il y a toujours affrontement sur le front. On va dire aux auditeurs, ceux qui souhaitent participer au débat, ils peuvent toujours nous envoyer des messages, SMS ou WhatsApp. Si notre numéro, vous le connaissez, je vous le rappelle quand même, c'est le 93 94 96 64. Je rappelle le numéro. SMS ou WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Et cet auditeur qui nous dit, le chef de l'État a dit dans son entretien du 27 avril que la lutte sera longue et dure, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est le silence et l'anonymat qui entoure le décès de nos frères, nos jeunes frères au front, des hommages comme on le voit dans d'autres pays. Ceci permettra de galvaniser les jeunes qui veulent rentrer dans l'armée. C'est vrai. C'est pas vrai. Non, je suis d'accord avec l'auditeur. Parce que vous savez que depuis un certain temps... Là, dans les camps, il va y avoir une peur. En tout cas, on vous dit, vous allez aller au front. Vous savez que je crois que depuis un certain temps, quand même, avec le budget... oui, la programmation militaire. Voilà. Je crois que quand quelqu'un meurt, par exemple, au front, oui. Il y a quand même une somme allouée à la famille. Ce qui n'est pas... bon, il faut reconnaître que l'État a fait quand même des efforts, mais l'hommage national dont l'auditeur venait de parler tout à l'heure, il faut le faire. Parce que ça permet à ce qu'on sache qu'on n'est pas mort inutilement. Ouais. On le voit même quand vous voyez ce qui se passe. On a vu que pour nos frères, nos frères, les forces de défense qui sont au Mali, ouais. Quand ils tombent, justement, on rend hommage. Donc je crois que il faut toujours le faire. Il faut le faire. Pour ceux qui tombent ici. Oui, mais parce qu'ils sont tombés également pour la nation. Ils sont tombés pour effectivement la paix, oui. Préserver la sécurité et pour nous en tant que population, nous en tant que Togolais. Donc il faudrait que nos frères qui tombent par exemple au front, que l'État puisse prendre les dispositions. C'est vrai que souvent on envoie le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Bon, on n'en a plus, je crois. Oui, on n'en a plus. Enfin, ici, on en a, c'est le président lui-même. Voilà, lui-même. Donc, oui. Et puis, le chef d'état-major général, pour aller soutenir les familles éplorées. Oui. Mais je crois qu'il faut maintenant commencer à réfléchir, voir comment même créer, Eric, ne serait-ce qu'un monument, pour tous ces soldats-là qui tombent au front. C'est-à-dire que ce soit au Mali, un peu partout, au Soudan, au Togo, il faut qu'on puisse ériger un monument, une place de la République pour rendre hommage à ces vaillants soldats. On parle de monuments aux morts. Voilà, nos vaillants soldats qui tombent au front. Parce que ce qui se passe actuellement dans le Nord, vu le nombre élevé des militaires qu'on a déjà perdus sur le front, il faudrait quand même qu'on puisse ériger un monument en honneur effectivement de nos héros. Et essayer de mettre leur nom, essayer d'inscrire. On ne peut pas parler de Panthéon, mais il faut quand même essayer vraiment les rendre hommage. Peut-être certains diront, mais c'est trop tôt de le faire, mais quand même, il faut commencer déjà par réfléchir. Il faut réfléchir parce que tous les jours, les gens tombent au front. Et l'autre aspect, Eric, il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement, moi je voudrais encore inviter le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé. Il faudrait qu'on puisse s'impliquer, il faut que le président puisse s'impliquer personnellement dans la résolution. Il faudrait, Eric, qu'on puisse organiser des forats dans cette localité. C'est important. Ah oui? Oui, organisons des forats pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que les gens veulent.
Parce que, Eric, le Togo n'est pas grand. Oui, mais en même temps, le président, je crois, enfin, si je me trompe pas, au moment des forums des agriculteurs, le président il a parlé avec beaucoup de gens. Vous avez parlé, c'est dans le cadre de l'agriculture. Oui, mais il a aujourd'hui, il faut organiser les forats sécuritaires. Ah, oui, d'accord. Il faut le faire. Oui, oui. Okay. Il faut un forat sécuritaire dans cette localité pour qu'on puisse dire aux gens ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'État, mais ça vous implique également. Et qu'on puisse creuser pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que quand vous prenez par exemple le Togo, le Togo n'est pas grand. Non. Le Togo n'est pas du tout grand. Pour que les gens viennent facilement frapper et repartir. Je ne sais pas si vous comprenez. Sûrement qu'il doit y avoir un problème. Que les gouvernants puissent avoir le courage d'organiser ces forats de sécurité dans ces localités. Éviter par exemple ceux qui sont les cadres de ces localités-là, qui sont par exemple à Lomé, qu'on puisse associer ces gens et qu'on organise... Vous parlez à leurs frères. C'est important. Parce que, Eric, certainement qu'il y a quelque chose. Moi, c'est comme ça qu'on c'est un ennemi extérieur qui nous agresse. Oui. Alors les populations civiles ne peuvent quand même pas... Non, sûrement qu'il y a quelque chose. Vous comprenez? Ouais, au début de l'affaire, on a parlé des bœufs. Justement. Est-ce que ça pourrait encore être à l'origine? Parce que le terrorisme mondial, c'est pas une affaire de bœufs. Non. Quand vous prenez la spécificité du Togo, oui. Quand vous prenez par exemple le Burkina, vous voyez les attaques qui s'opèrent au Burkina, oui. On sent que c'est des communautés souvent qui s'affrontent. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et les gens là profitent de ces communautés-là pour pouvoir frapper. Et l'autre aspect, quand vous prenez par exemple le Burkina est vaste. Oui. Le Togo n'est pas vaste. Le Togo n'est pas grand comme le Burkina. Justement. Et puis, ce qu'il faut retenir également pour le cas du Togo, les gens ne sont pas sur le sol togolais. Ils ne sont pas sur le sol togolais. C'est-à-dire que, voilà, ils font des incursions, ils viennent, ils frappent, ils s'en vont. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse organiser ce genre de rencontres-là pour dire aux gens. Parce que l'ennemi ne peut pas venir frapper sans complicité. Il y a toujours certainement des complicités. Et c'est à ces complicités maintenant qu'il faut essayer de pénétrer. Vous comprenez? Peut-être que les gens ne seront pas totalement d'accord avec moi. Oui, mais on a un service de renseignement, l'un des services de renseignement les plus performants en Afrique. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, Eric. C'est vrai. Oui, les renseignements. Mais il faut également pénétrer les réseaux. Aujourd'hui, pour avoir la vraie information, il faut pénétrer également les réseaux. Il faut les pénétrer. Pas seulement au Togo. Il faut pénétrer également ces gens-là, là où ils sont. C'est-à-dire que les pays dans lesquels ils viennent frapper, il faut essayer de pénétrer ces gens de réseau par rapport au renseignement. Moi, je le dis une fois encore, le Togo n'est pas vaste. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir un nid de ces gens-là dans notre pays. Sûrement qu'ils viennent de quelque part, ils viennent frapper et repartir. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait aujourd'hui, comme vous avez évoqué la question des renseignements, c'est en ça effectivement que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire vraiment un maillage de notre territoire. Il ne faut pas avoir peur ou honte de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse intensifier effectivement ce genre de renseignements-là. De l'autre côté aussi. Alors, est-ce qu'on pourra dire qu'on est dépassé finalement en interne par les événements? Que si on n'arrive pas et que ça a perdu dans le temps, qu'on peut demander un appui extérieur? Je ne sais absolument rien, des bêtises. Mais non, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous voyez ça va être une bataille transversale. Quand vous voyez ce qui se passe... que le Togo qui est je suis d'accord avec vous. Mais il faut reconnaître que quand vous prenez par exemple ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe par exemple au Mali, et vous comparez à notre pays le Togo, vous voyez que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que les gens qui viennent attaquer, comme je l'ai dit encore, ils n'ont pas un espace dans notre pays. Hier, là, vous allez voir que peut-être l'armée a commencé par ratisser au niveau de la localité du Togo, ils ne trouveront personne. Peut-être qu'ils ont déjà opéré et ils se sont volatilisés, peut-être vers l'autre frontière. Et j'avais appris entre-temps également que c'est comme s'il y avait un accord entre le Togo et le Burkina. Oui, si. Pour poursuivre jusqu'à une limite.
Donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse activer une fois encore ces genres de réseaux. Pour que lorsque, par exemple, on attaque le Togo, que le Burkina soit en même temps alerté que, attention, il y a une attaque ici, il faudrait que vous puissiez nous aider à commencer par ratisser au niveau de ces zones. Et l'autre chose, en tout temps, on avait appris que le Togo a également acquis les drones. Je ne sais pas si ces drones-là sont encore opérationnels, justement. Je ne sais pas si ces drones-là également sont également opérationnels également. Donc il faudrait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. C'est vrai que l'armée ne communique pas. Ouais. C'est ça le vrai problème. On ne sait pas quel matériel l'armée dispose par rapport à ces genres d'attaques. Mais une fois encore, ce que moi je voulais dire à nos compatriotes, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du septentrion, ça nous concerne tous. Oui. Il ne faudrait pas qu'on dise que peut-être que c'est là-bas seulement. Il faut qu'on puisse vraiment qu'on soit unis, soudés par rapport à cette situation. Le Togo est en guerre contre un ennemi. L'ennemi invisible. Et puis vous savez, Eric, pour combattre un ennemi invisible, c'est vraiment difficile. Parce que vous ne savez pas là où, par quel bout vous allez le prendre. Vous voyez, donc ça nécessite une fois encore que nous tous, nous soyons unis par rapport à cette situation. Il y a un auditeur qui dit, bien sûr, un auditeur qui nous dit, j'ai l'impression que la lutte contre le terrorisme ou les terroristes est menée isolement par chaque pays. Il faut nécessairement que le Togo, le Bénin, le Burkina, le Ghana s'organisent de concert pour prendre en tenaille ces bandits. Il y a eu plusieurs réunions des ministres de sécurité de ces pays-là, justement. Oui, mais vous savez, Eric, ce qui m'a choqué lors de la dernière rencontre des chefs d'État je crois c'est de l'Union africaine, de la CEDEAO. C'est CEDEAO, oui. Voilà. Et vous vous rappelez que lors d'une résolution, il a été question de former une armée oui, pour combattre les coups d'État. Mais j'ai dit, mais ça c'est une aberration, Eric. Ce qui se passe dans nos États aujourd'hui, ça n'émeut personne et qu'il faut seulement former l'armée pour combattre les coups d'État. C'est quand même un peu triste pour nos dirigeants. Moi, je croyais que à cette rencontre de la CEDEAO, on devait acter l'acte de la création de cette force-là antiterroriste. C'est ça comment je m'attendais. Et je me disais que peut-être, même déjà cette semaine-là, la force-là devait se mettre en branle pour aider, par exemple, ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Togo. Mais on dit non, il faut une force pour combattre les coups d'État. Mais il faut qu'on soit en vie avant que quelqu'un ne fasse un coup d'État, ou bien Eric? C'est évident. Oui, il faut qu'on soit en sécurité avant qu'on ne fasse un coup d'État. Donc, je crois que quelque part, souvent, quand nos dirigeants se retrouvent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe souvent dans la prise des résolutions sur les crises que l'Afrique est en train de traverser. Vous l'avez si bien dit. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, d'unir effectivement leurs forces? Lorsque, par exemple, le Togo est attaqué, qu'en même temps, ces forces mobiles-là puissent décoller pour venir, par exemple, au secours du Togo. Lorsqu'on attaque, par exemple, le Burkina. Vous voyez? Donc, je crois que, Eric, il faudrait aujourd'hui que nos chefs d'État, c'est vrai, ils sont là pour les peuples, mais il faudrait qu'ils se consacrent plus pour la sécurité des peuples. La CEDEAO des peuples. La CEDEAO des peuples. Il y a l'auditeur qui nous dit, s'il vous plaît, demandez à savoir combien perçoivent par jour. Il parle des militaires. Alors, on a évoqué le cas des militaires togolais, par exemple. Et l'auditeur qui dit, pourquoi ne pas créer une base de drones à Dapawan pour qu'il n'y aura plus d'attaques, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'il... Oui, je crois que c'est ce qu'il a écrit, il a simplement écrit, mais on comprend à peu près l'idée. Ça peut être aussi un élément central à atterrir, n'est-ce pas, beaucoup de drones, avoir une base à Dapawan, des drones qui sillonnent la zone, qui photographient la zone permanemment pour que, quand on verra quand même des mouvements, eh bien, que les forces de défense se mettent en branle. Oui, vous savez, c'est facile à dire, mais justement, dans l'exercice, c'est peu compliqué. Voilà, c'est ça que j'en voulais en venir. Vous savez, quand on parle des drones, vous vous rappelez ce qui s'était passé à Dapawan en tout temps, où les enfants étaient allés fêter, ils rentraient bonnement, et on a déclenché, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez, les drones, c'est une bonne chose, mais il faut avoir une cartographie précise sur ces genres de drones.
et l'utilisation également. Oui. Parce que si vous ne savez pas faire, vous allez faire plus de victimes, des bavures, oui. voilà, pour dire que vous combattez effectivement les djihadistes. Et finalement, ça va créer encore plus de problèmes. Donc moi je crois que il faudrait aujourd'hui, Eric, pour venir à... On peut être équipé, ça il faut le reconnaître. Le pays peut être équipé, mais si on n'a pas des services de renseignement efficaces, on peut être équipé, mais on ne pourra rien faire. Aujourd'hui, pour venir à bout de ces genres de personnes, il faut des renseignements efficaces. Renseignements efficaces voudrait dire il faut pénétrer effectivement ces zones-là. Il faut le faire. Il faut que des gens, on puisse trouver des gens. Et qui nous renseignent? Oui, des gens qui vont nous renseigner. Et ça, c'est les moyens. Il faut mettre les moyens à la disposition des gens. Moi, je vous dis, si on met aujourd'hui les moyens à la disposition des gens, et les gens qui vont infiltrer ce genre de personnes, ils vont nous renseigner. L'armée est en train de faire son travail. Mais il faudrait aujourd'hui que les renseignements également se mettent en branle. Parce que si les renseignements ne se mettent pas en branle, l'armée peut ratisser. Mais à un moment donné, vous avez vu, on pense que bon, il n'y a plus rien, et c'est en ce moment qu'ils surgissent. Ils frappent, ils s'en vont. Donc je crois que aujourd'hui, il faudrait que, c'est vrai, le gouvernement est en train d'équiper l'armée, mais en plus de l'équipement, il faut que le gouvernement puisse mettre les moyens également pour les renseignements sur cette zone-là. C'est vraiment important. C'est important. Il y a un auditeur qui nous dit, cette frontière Burkina-Togo, on ne peut pas creuser des tranchées bien profonds, comme il y a demain l'a fait en 87 pour contrer les attaques. C'est une question qu'il pose. Et un autre auditeur qui nous dit, on gère le djihadisme comme on se soucie pas aussi du développement du pays, puisqu'on n'achète pas les matériels nécessaires pour combattre ce fléau. On se soucie pas des Togolais sur tous les plans. Voilà la raison pour laquelle on ne veut pas communiquer, dit donc cet auditeur-là. On a compris, c'est son avis sur le sujet. Je voulais qu'on aborde un autre sujet, puisqu'on parlait des soldats qui tombent au front, qui meurent pour le Togo, que ce soit en interne ou sur des théâtres de combat à l'extérieur, au Mali notamment. On en a vu qui sont ramenés du Mali et donc on a fait l'hommage national ici. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une dizaine de jours ou 2 semaines, Totopolis, le confrère Arakiri a lancé un débat sur la place de nos héros, ceux qui ont gouverné, ceux qui ont occupé des places importantes donc dans l'État et qui sont morts. Est-ce qu'il faut finalement penser à ériger, peut-être qu'on va exagérer un peu, un panthéon pour ce qu'on peut appeler des héros, pour peut-être avoir servi l'État, la nation à un degré donné? Est-ce qu'il faut oser ce débat-là aussi chez nous? Oui, d'abord il faut poser le problème de ce que vous venez de citer. Oui. Est-ce que de leur vivant, ils ont servi la nation véritablement? Ils ont servi la nation. Mais est-ce que, en tant que Togolais, est-ce que nous sommes arrivés à valoriser ces personnes? Est-ce que nous les avons valorisées? Le débat se pose d'abord à ce niveau. Nous avons vu un chef d'État intérimaire qui est décédé dans ce pays, oui. Mais au cours, par exemple, des fêtes de l'indépendance, souvent on ne voit pas ses photos. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, si. On ne voit pas sa photo à côté des autres anciens chefs d'État. On ne le voit pas. C'est pourquoi est-ce que nous arrivons d'abord à valoriser, reconnaître le travail que ces personnes-là ont eu à exercer dans notre pays, à un moment donné de la vie du pays. C'est ça le problème. Si on arrive à valoriser, à reconnaître les actes, par exemple, que ces personnes ont posés en tant que responsables de cette nation, créer par exemple un centre comme ça pour leur panthéon, oui. Il n'y aura pas de souci. Mais du moment où on ne reconnaît pas le travail que ces gens-là ont fait, Eric, on peut tout faire, ça ne marchera pas. Vous prenez par exemple le cas de Abbas Bonfo dont vous venez de citer tout à l'heure. Dis-moi Eric, quel est le problème? Pourquoi on sait que Abbas a été intérimaire? Oui, il n'a pas été élu, mais il a quand même joué un rôle. Bien sûr, mais il y a eu des dans la vie du pays. Dans la vie du pays, on a vu les Kléber Dadjo, on a vu des gens, des présidents, mais à chaque fête de l'indépendance, on voit quand même leurs photos. Vous voyez,
le problème, c'est l'histoire également. Et si on ne sait pas, par exemple, écrire l'histoire du Togo? C'est-à-dire que, quand je vous comprends, est-ce qu'on sait célébrer nos héros? C'est ça la question. Mais il faut d'abord les reconnaître avant de les célébrer. Oui. Si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les célébrer. La preuve. Et les forces de défense de sécurité tombent. Bien sûr. La preuve. Vous voyez, quand par exemple ils tombent, on les enterre en catimini. Dis-moi, est-ce que tu vois par exemple une cérémonie souvent organisée? On ne connaît pas le nom. Justement. On ne sait pas ceux qui sont morts pour la patrie. Voilà. Alors que dans d'autres pays, vous voyez par exemple une cérémonie qui est organisée, on met par exemple les cercueils, et puis on cite leur nom, et puis qu'est-ce qu'on fait? On les décore à titre posthume. Oui. C'est vrai que le Togo le fait. Le Togo le fait, mais on ne le fait pas d'une façon où tout le monde, ça veut dire qu'on le fait en catimini, pas en catimini, mais en présence des familles, et puis c'est fini. Mais la façon dont cela devait être organisé pour que les Togolais également puissent participer, les Togolais puissent également donner leur cœur par rapport à ce que les gens ont fait dans ce pays, on ne le fait pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que d'abord, dans ce pays, on commence d'abord par écrire la vraie histoire du pays. Ah, si on arrive, vous allez sur le terrain, ça. Non, oui, si on arrive à écrire la vraie histoire du Togo, célébrer par exemple... En ce moment-là, ceux qui ont rendu service à la nation, il n'y aura pas de souci. Mais du moment où on n'arrive pas à écrire la vraie histoire du pays, enseigner la vraie histoire à nos enfants, même si vous créez par exemple ce panthéon-là, les gens seront là en train de vous critiquer. Mais si on part sur une bonne base, on écrit une bonne histoire, on sait le parcours de chacun, je vous dis, on n'aura pas de problème. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas partir vous savez, dans ce pays, on décore les gens. Hein. À la veille de la célébration de l'indépendance du Togo, on voit des gens décorés, voilà, chevaliers de l'ordre du Mono. Ça veut dire que l'État leur est reconnaissant. Pourquoi est-ce qu'à leur décès ou quand ils quittent des fonctions, et que bien des années plus tard, ils ne sont plus là, ils ne sont pas célébrés? Mais c'est ce que j'ai dit, Eric. Vous savez que décorer quelqu'un, c'est reconnaître les mérites de la personne. C'est ça? Oui. Et parce que c'est les services rendus à la nation que la personne a eu à exercer, et c'est là que la nation reconnaît. Dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Dictation, science, littérature, voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Jimmy Hope qui est décédé. Décédé, on l'a vu. On aurait pu avoir un panthéon, on met Jimmy Hope. Justement. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit, quelque part, vous savez, on fait des choses comme si, bon, des fois, le Togolais, c'est comme si on le force à faire certaines choses. On le fait, c'est comme une feuille de paille. Ça prend, après tout, ça s'éteint et c'est fini. On ne le connaît plus. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Moi, je reviens une fois encore à mes propos. Il faudrait d'abord qu'on écrive la vraie histoire du Togo. Si on arrive à écrire la vraie histoire du Togo, célébrer par exemple le euro ne constitue aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, Eric, vous allez vouloir mettre encore des gens dans ce panthéon-là. Les gens trouveront toujours à dire pourquoi on n'a pas mis Eric, pourquoi c'est tel on a mis. Vous voyez, nous serons dans ce pays dans une critique permanente. Donc, mais il faudrait, si on arrive à écrire, si on suit l'histoire du Togo, on l'écrit et les gens savent que c'est ça. Célébrer les euros, ça ne va pas créer un problème. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ah oui, il y a un auditeur qui me dit combien d'anciens présidents, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, depuis 2005 à 2003, comparé au Togo. Ça c'est une pagaille. Je pense que est réalité par rapport au sujet précédent. Voilà. Je crois que c'est ça. Peut-être que la réflexion va continuer sur ce sujet-là. Peut-être qu'on lance un premier débat aussi avec le confrère Harakiri. On verra peut-être la réflexion qui se mène, on ne sait pas trop. Merci en tout cas de nous suivre sur la radio. Génial Taxi FM, nous sommes avec Jacques Diakouti, notre éditorialiste, et nous sommes en train de passer en revue quelques sujets qui nous semblent assez intéressants aujourd'hui. On vient de parler donc des forces de défense et de sécurité qui sont encore victimes d'une nouvelle attaque au nord Togo. L'information, comme toujours d'ailleurs depuis le début, n'est jamais officielle, mais quelques bruits donc qui sortent quand même, et des fois, on vient allumer nos projecteurs un petit peu là-dessus. On parle également de la place de nos héros. Est-ce qu'il faut un panthéon pour nos héros?
de la nation. Vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de réagir aussi naturellement lorsqu'on vous donnera la parole pour intervenir en direct. Et ça nous amène à parler de Gabriel Messon, Aguilyoumé, Kodjo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.